Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 4 du TD numéro 7 qui porte sur les suites numériques. Donc ici, plusieurs suites dont on doit étudier la convergence. Donc on commence par la suite définie par le terme général AN est égal à 3 puissance 1 sur n. Et lorsque vous avez ce genre d'écriture, il ne faut pas réfléchir trop longtemps, mais plutôt avoir le réflexe de passer en écriture exponentielle. Donc ça va nous donner de l'exponentielle 1 sur n fois log de 3. Et là, donc je vais m'intéresser dans un premier temps évidemment à la limite de 1 sur n log de 3 qui ne pose pas de problème, puisque j'ai du log de 3 sur n, ça va tendre vers 1 sur l'infini, soit 0. Et par composé, on va avoir donc la limite de l'exponentielle qui va tendre vers exponentielle 0, soit vers 1. Donc cette première suite ne pose pas vraiment de problème puisqu'il n'y a pas de forme indéterminée par ailleurs. Alors la suite Bn est certainement là à titre de rappel. Elle est définie par le terme général Bn est égal à 3 quarts puissance n, et ici bien sûr nous reconnaissons une suite géométrique de raison 3 quarts. Alors 3 quarts est une valeur qui est comprise entre évidemment moins 1 et 1, et donc d'après le cours, ceci prouve que 3 quarts puissance n va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Donc vous savez qu'il y a plusieurs cas pour les suites géométriques, notamment on peut faire un petit rappel sur ce point-là. Nous avons bien sûr le cas où la raison est comprise strictement entre moins 1 et 1, donc ça c'est ce que nous venons d'appliquer. Dans ces cas-là, q puissance n tend vers 0. Si q est strictement plus grand que 1, alors la suite va tendre vers plus l'infini, repasser en écriture exponentielle pour en être convaincu. Si q est égal à 1, évidemment, ça sera la suite constante est égale à 1, donc elle tend vers 1. Et si q est inférieur ou égal à a-1, alors ce qui va se passer, c'est que la suite n'aura pas de limite, et donc ça sera une suite divergente. Voilà en ce qui concerne donc le rappel sur la suite géométrique. En ce qui concerne la suite suivante de terme général Cn, définie donc par n moins 1 puissance n sur n plus moins 1 puissance n, alors on a une intuition assez rapide quant à la limite de cette suite, puisque, bon, le moins 1 puissance n vaut 1 ou moins 1 selon la parité de n, bien sûr, et donc ne va pas vraiment peser grand-chose face à n qui va tendre vers plus l'infini. Donc on peut se dire, c'est à peu près du n sur n qu'on va avoir, soit une limite qui va tendre vers 1. Alors maintenant on va montrer ça un petit peu plus proprement, bien sûr. On va commencer par mettre le terme n en facteur. Il va me rester ici 1 moins 1 puissance n sur n, sur, évidemment, je vais faire la même chose au dénominateur, et j'aurai 1 plus moins 1 puissance n sur n. Alors, on va montrer proprement que moins 1 puissance n sur n tend vers n, et pour ça, il suffit simplement de partir d'un encadrement de moins 1 puissance n qui vaut 1 ou moins 1, et qui donc est coincé entre moins 1 et 1. Voilà. Donc ensuite, il nous reste à diviser par n, ou à multiplier plutôt par 1 sur n, qui est une quantité positive, toujours, et donc qui ne va pas changer le sens de nos inégalités. Et là, il me suffit donc de regarder la limite de notre minorant et de notre majorant. Donc les deux suites vont tendre vers 0, et nous pouvons donc conclure par le théorème d'encadrement que la limite de moins 1 puissance n sur n va être égale à 0. Nous allons donc pouvoir conclure que la limite de Cn va tendre vers 1 sur 1, donc ensuite je n'ai plus qu'à regarder la limite au numérateur et celle au dénominateur, et ça tend donc évidemment vers 1.
Nous étudions maintenant la suite de termes générales des n, et vous voyez que ici j'ai du cosinus n qui intervient dans ce terme général. Alors le cosinus évidemment n'a pas de limite en plus l'infini, et lorsqu'on a du cosinus ou du sinus, ou même du moins 1 puissance n, on est souvent amené à faire de la comparaison, ou un encadrement. Et plutôt qu'à chercher à minorer et à majorer, je vais même simplement me contenter de majorer en valeur absolue suivant le principe suivant. Si je majore en valeur absolue la suite dn par une suite un qui va tendre vers 0, alors cela prouvera que la limite de dn tend aussi vers 0. Alors certains appellent ça le théorème du pincement, mais ce qui se cache derrière, évidemment, c'est le théorème d'encadrement. Puisque, qu'est-ce que signifie en réalité cette majoration-là? Elle signifie que dn va être coincé entre un et moins un. Et donc évidemment, si un tend vers 0, je vais bien avoir moins un qui tend également vers 0, et donc je peux conclure par le théorème d'encadrement que dn tend aussi vers 0. Nous allons donc nous baser sur ce principe-là et partir d'une majoration de dn en valeur absolue. Je pars donc de la valeur absolue de dn et je travaille dessus en cherchant à la majorer. Alors, je dispose d'une somme au numérateur. Bon, le dénominateur est déjà positif, hein, donc est négatif, positif, oui. Donc je vais donc pouvoir me débarrasser des valeurs absolues. Et au numérateur, je vais pouvoir me servir de l'inégalité triangulaire qui me dit que valeur absolue de a plus b est inférieure ou égale à valeur absolue de a plus valeur absolue de b, soit 2 qui est déjà positif, donc je me permets d'enlever les valeurs absolues. Et là, je vais sortir mon 3 de ma valeur absolue. Alors là, c'est terminé parce que je sais parfaitement majorer le cosinus, il est inférieur ou égal à 1. Donc je vais avoir 2 plus 3 sur n plus 1, soit 5 sur n plus 1. Et là, évidemment, je regarde la limite de ce 5 sur n plus 1 qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et donc, je peux conclure, d'après, appelons ça le théorème du pincement, ou par encadrement, tout simplement, que la limite de dn vaut bien 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc lorsque vous avez, encore une fois j'insiste, des suites avec du cosinus ou du sinus, ou encore du moins 1 puissance n, il faut souvent penser à soit minorer, majorer ou encadrer, en tout cas travailler sur des inégalités. Nous passons maintenant à la suite de termes général un, et justement nous voyons apparaître du sinus n carré. Alors le sinus n évidemment qui n'a pas de limite en plus l'infini, mais qui reste malgré tout coincé entre moins 1 et 1. Et lorsque je vois qu'il y a du plus n à côté, je me dis ça doit pas peser bien lourd face à plus l'infini. Alors, je vais appliquer mon propre conseil, tant qu'à faire, et je vais chercher à minorer cette quantité-là par une quantité qui tend vers plus l'infini. Donc là, évidemment, pourquoi pas borner, parce que la majoration ne me servira à rien. J'ai déjà l'intuition, comme je viens de vous l'expliquer, que un tend vers plus l'infini. D'accord ? Donc, on va démarrer sur sinus n carré qui est bien sûr supérieur ou égal à moins 1, ce qui me permet d'écrire que 2 fois sinus n carré est supérieur ou égal à moins 2, et donc que n plus 2 sinus n carré est supérieur ou égal à moins 2 plus n. Je m'intéresse maintenant à la limite de n-2, de ce que j'ai à droite, qui bien sûr maintenant tend clairement vers plus l'infini, et donc par comparaison, je peux conclure que la limite de un tend aussi vers plus l'infini. Et c'est donc justement l'occasion pour moi de faire un petit rappel donc sur ces théorèmes de comparaison. Donc si je considère de suite à valeur réelle que je vais appeler un et vn, alors si j'ai un qui est inférieur ou égal à vn,
avec la limite de un qui tend vers plus l'infini. Alors voyez-vous, Vn est une suite qui est encore plus grande que un qui tend déjà vers l'infini, et donc c'est assez intuitif de comprendre que Vn tendra elle aussi vers plus l'infini. Alors, je n'ai pas besoin que cette inégalité-là soit vérifiée pour tout n, il suffit qu'elle soit vraie à partir d'un certain rang, ce que j'appelle APCR, à partir d'un certain rang. Voilà. Et je peux aussi l'appliquer bien sûr dans l'autre sens, si à partir d'un certain rang, donc j'ai l'inégalité un inférieur ou égal à Vn qui est vérifiée, et que cette fois-ci je considère que la limite de Vn est égale à moins l'infini. Alors voyez-vous, un est encore plus petite qu'une suite qui tend vers moins l'infini, et donc c'est assez raisonnable de penser qu'elle-même va tendre vers moins l'infini. Donc voilà concernant le rappel sur les deux théorèmes de comparaison. Donc je n'ai bien sûr pas cité évidemment le théorème de comparaison que tout le monde connaît bien, d'encadrement pardon, ou dit des gendarmes que tout le monde connaît bien. Voilà, alors nous considérons maintenant la suite de termes général Vn qui vaut 2n plus moins 1 puissance n fois n. Bon, alors encore une fois, moins 1 puissance n, c'est soit 1 soit moins 1. Bon, je me dis, dans le cas où c'est moins 1, j'aurais du 2n moins n, bon bah c'est égal à n, ça tend vers l'infini. Et dans le cas où c'est égal à plus 1, ça serait égal à 3n et ça tend encore vers plus l'infini. Donc vous voyez, je peux raisonnablement penser que cette suite-là tend vers plus l'infini. Je vais donc chercher à la minorer, oui, j'ai du moins 1 puissance n, donc je vais la minorer pour prouver justement, proprement, on va dire, qu'elle tend vers plus l'infini. Alors, moins 1 puissance n est une quantité qui sera toujours supérieure ou égale à moins 1. Et puis maintenant, il ne me reste plus qu'à multiplier par n, qui est une valeur positive. Donc c'est supérieur ou égal à moins n. Et puis, il me reste à additionner 2n pour retrouver le terme général de ma suite Vn. Donc en ajoutant 2n, je me retrouve avec la quantité n. Bien sûr, la limite de n est égale à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc par comparaison, je peux désormais conclure que la limite de Vn va tendre elle aussi, bien sûr, vers plus l'infini. Bien. Alors, je m'intéresse ensuite à la suite de termes général Wn, qui vaut donc 3 racines de n carré plus 1 moins 5n. Évidemment, avec cette écriture-là, c'est une forme indéterminée, hein, j'ai plus l'infini moins l'infini. Alors, c'est pas une écriture qui est polynomiale, bien sûr, il y a de la racine, mais malgré tout, j'ai quand même envie de mettre en facteur le terme dominant. Alors, ce que je pourrais faire, c'est par exemple m'arranger pour sortir du n de la racine, et donc il faudrait que je mette en facteur du n carré à l'intérieur de ma racine si je veux pouvoir sortir du n. Donc en mettant en facteur le n carré, il me reste 1 plus 1 sur n carré, donc dans ma racine, moins 5n. Alors ensuite, je vais pouvoir casser en deux ma racine, donc écrire sous forme de multiplication, et donc je vais avoir du 3n, racine de 1 plus 1 sur n carré, moins 5n. Alors je vais désormais mettre en facteur le n, et on va voir si ça peut convenir pour lever justement la forme indéterminée. Alors, je regarde donc la limite à l'intérieur de ma parenthèse, et je constate que 1 sur n carré tend vers 0, donc racine de 1 sur n carré tend, elle, vers 1, fois 3, donc vers 3, et donc toute cette quantité-là va tendre vers 3 moins 5, soit moins 2, quand n tend vers plus l'infini. Donc effectivement, on constate que ça lève la forme indéterminée. J'ai désormais l'infini fois moins 2, et donc j'en déduis que la limite de Wn est égale à moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Alors on avance avec la suite de termes général Tn qui s'écrit comme une différence de deux racines. Alors à vue donnée comme ça, c'est une forme indéterminée bien sûr, puisque j'ai l'infini moins l'infini.
Et alors, je sais pas pour vous, mais lorsque j'ai une différence de racine comme ça, moi je réfléchis pas beaucoup, j'ai un réflexe que tout le monde devrait avoir, je pense, c'est de multiplier par la valeur conjuguée, c'est donc ce qu'on va mettre en application, et je vais multiplier racine tn par sa quantité conjuguée. Je vais pouvoir donc appliquer la troisième identité remarquable pour développer mon numérateur, et donc il me reste du a2 moins b2, soit ici la quantité n. Donc au dénominateur, rien ne bouge. J'ai donc n carré plus n plus 1 plus la racine de n carré plus 1. Alors à ce stade, c'est encore une forme indéterminée, mais je ne vais pas avoir beaucoup de mal à me débarrasser du n que j'ai au numérateur. Il me suffit pour ça de le mettre en facteur au dénominateur. Alors pour le sortir de ma racine, il va falloir que je mette du n carré en facteur à l'intérieur de ma racine pour pouvoir avoir du n que je pourrais mettre en facteur. Donc je mets n carré en facteur, il me reste 1 plus 1 sur n plus 1 sur n carré. Donc je vais faire pareil dans l'autre racine évidemment si je souhaite mettre en facteur. Donc je mets en facteur mon n carré. Il me reste donc du 1 plus 1 sur n carré. Je peux désormais sortir mon n carré de ma racine. Évidemment, racine de n carré qui va donner du n. Et je le mets en même temps en facteur. Donc voilà ce qui va me rester après avoir mis en facteur le n au dénominateur, ce qui me permet bien entendu de simplifier mon écriture et ce qui lève en même temps la forme indéterminée, puisque désormais la quantité du bas va tendre vers, alors 1 sur n carré, tout ça, ça tend bien sûr vers 0. Donc j'ai la racine que vous voyez là qui va tendre toute seule vers 1 quand n tend vers plus l'infini, l'autre racine également. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste au final? Il me reste une quantité qui va tendre vers 1 sur 1 plus 1, soit vers 1 demi. Voilà. Alors nous avons maintenant xn qui s'écrit a puissance n moins b puissance n sur a puissance n plus b puissance n, donc plusieurs suites géométriques qui apparaissent. L'idée, ça va être de faire apparaître plutôt des suites géométriques dont la raison tend vers, qui a une raison plutôt strictement comprise entre 1 et moins 1, de sorte à ce que la suite tende, elle, vers 0, justement. Alors, pour ça, on va considérer donc le cas où a est plus petit que b, a est plus grand que b, puisque vous voyez que la formule n'est pas tout à fait symétrique, hein. Et je constate d'abord que pour le cas a égale b, xn c'est la suite nulle. Donc évidemment elle va tendre vers 0. Alors maintenant si je prends a strictement plus petit que b, il me suffit de mettre la plus grande valeur en facteur, soit ici a puissance n, pour justement faire apparaître, comme je le disais, des suites qui vont tendre vers 0. Donc là, vous voyez, j'ai mon quotient b sur a qui est strictement plus petit que 1. Et ici, je vais avoir, donc je mets pareil, a puissance n évidemment en facteur. A puissance n en facteur. Il va donc me rester du 1 plus b sur a à la puissance n. Je vais pouvoir simplifier, et là, j'ai justement fait apparaître une suite qui tend vers 0. On se retrouve finalement avec une quantité qui tend vers 1 sur 1, soit 1. Alors, le cas où a est strictement plus petit que b se traite exactement de la même manière, sauf que cette fois-ci, bien sûr, nous allons mettre b puissance n en facteur pour nous retrouver toujours avec des suites qui ont le bon goût de tendre vers 0. J'ai donc du a sur b, donc qui est une valeur strictement plus petite que 1, qui tend vers 0, moins 1, sur, alors je fais pareil bien sûr au dénominateur, et donc je me retrouve avec la quantité a sur b plus 1, et donc cette fois-ci je vais avoir un quotient qui va tendre vers moins 1. Voilà. Il nous reste le dernier cas à traiter, donc la suite de termes général yn, qui sous cette forme-là, bien sûr, est une forme indéterminée. Et là, c'est vrai qu'on est très tenté au numérateur de mettre n en facteur.
Et donc si on le fait au numérateur, pour qu'il puisse y avoir un intérêt, on a tout intérêt à le faire au dénominateur pour pouvoir simplifier, bien sûr. C'est donc ce que nous allons faire. Et là, il nous reste donc la quantité 1 moins log de n, donc on va voir si ça suffit justement à faire lever cette forme indéterminée. Donc cette quantité-là va tendre, elle, vers moins l'infini. Il nous reste à déterminer la limite du dénominateur. Alors ici, vous voyez, j'ai du log de n sur n, donc ça c'est plutôt sympathique parce qu'on a des théorèmes de croissance comparée qui nous dit que là, évidemment, le n va l'emporter. Et donc cette quantité-là va tendre vers 0, donc quand n tend vers plus l'infini. Et donc, finalement, mon dénominateur, lui, va tendre vers 1. Alors, nous avons bien réussi, mission accomplie, nous avons levé la forme indéterminée, et yn tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini, ce qui conclut la correction de cet exercice.